Pour soutenir la chaîne, Buy Me a Coffee. Merci. Le mobile. Une nouvelle de Alfred E. Van Vogt. Dernière partie. On les conduisit à une table à laquelle 4 hommes, dont Torrance, et 5 femmes, la blonde Madame Peterson parmi elles, étaient déjà assis. Les hommes se levèrent à leur approche, les femmes interrompirent leur bavardage animé et les examinèrent avec curiosité. Les différents visages avaient un éclat surnaturel. Tous les 9, les hommes comme les femmes, dégageaient une énergie intense. Leur table était visiblement le centre d'attraction de la salle. Les dîneurs des tables voisines ne cessaient de leur lancer des regards fascinés et intrigués. Mention se sentait terne et amorphe en prenant place sur l'une des 2 chaises inoccupées, mais c'était une sensation purement physique. Mentalement, il ne s'était jamais senti aussi vif, aussi déterminé. Convaincre Virginia, se dit-il, lui faire comprendre que rien de commun n'existe entre elle et ces créatures, obtenir des informations et donner à Edgar le temps de faire son lointain voyage éclair en toute sécurité, tels étaient ses souhaits. Pourvu qu'Edgar ne manque pas de la force nécessaire pour donner à ces individus l'éclat mirobolant qu'ils affichent en ce moment, se dit-il avec angoisse. Imaginant les possibilités d'une telle éventualité, il eut du mal à avaler son cocktail aux fruits. Ce fut Torrance qui répondit à sa question prudemment formulée. Non, les Edgar de nos centres d'énergie ne sont pas des batteries. Ils servent de transmetteurs. Le mot négatif est la clé. Chaque fois que des gens passent par la grande porte-fenêtre derrière laquelle est installé Edgar, il s'établit un petit courant entre eux avec lui, mais il ne peut l'utiliser. À la place où se trouvaient les organes internes, chez Edgar et moi et votre femme, se trouve maintenant un impulseur électronique, en grande partie fait avec du tantal. La seule différence est qu'Edgar est négatif. Votre femme et les autres, ainsi que moi-même, nous sommes positifs. Est-ce clair? Tout cela sonnait comme du chinois pour Mention, mais apparemment, il avait des chances d'en apprendre plus long. Il se hasarda à poser la question suivante. Torrance lui répondit promptement. Nous sommes 243, y compris votre femme. Bien entendu, il s'agit là uniquement de la commission des pouvoirs exécutifs. Nous possédons un capital immense, et nous employons des dizaines de milliers de personnes, dont les agents affectés à votre surveillance. Il se mit à rire. Cependant, Mention ne jugea pas la chose très drôle. L'allusion personnelle était si inattendue qu'il eut du mal à reprendre son sang-froid. Les nerfs tendus à l'extrême, il s'efforça de se raisonner. Seul importait le succès de son plan, se disait-il en essayant de se rassurer lui-même. Étant donné la mesure de précaution qu'il avait prise, personne, absolument personne, ne l'avait suivi la veille. Il en était certain. Cependant, il était évident que cet homme se jouait de lui, et il risquait d'en être déconcerté. C'était une preuve supplémentaire du pouvoir terrifiant que ces individus croyaient posséder. Il fut atterré en examinant pour la première fois attentivement les visages qui l'entouraient. En prenant place à leur table, il avait eu tout d'abord l'impression que les 4 hommes étaient séduisants et les 5 femmes d'une beauté régulière et harmonieuse. Dans un sens, ce n'était pas une erreur. Même à présent, en les détaillant tous les 9 d'un regard perçant, il devait admettre que les hommes aussi bien que les femmes présentaient un physique agréable, qualité rehaussée par le fait qu'ils étaient merveilleusement bien vêtus et très soignés de leur personne. Mais leur beauté s'arrêtait là, comme une route coupée par l'abîme d'un pont bombardé. Ces visages aux traits admirablement dessinés n'étaient que des masques. Une dureté inhumaine, sans merci, constituait leur caractéristique principale. Ils exprimaient une cruauté innée que seule la mort personnifiée pouvait égaler. Leurs yeux bleus, gris ou marrons, avaient l'éclat de l'acier. Leurs lèvres étaient uniformément minces et pincées. Il s'agissait là de leur particularité fondamentale, mais en surimpression, dominant, modelant l'expression de chacun d'eux, il y avait de l'arrogance, une arrogance suprême et terrible. Il n'y avait aucun doute, ils croyaient fermement en leur pouvoir. Mention mangeait son potage, luttant contre la panique. Il lança un regard à Virginia, mais elle avait les yeux fixés sur son assiette. Il s'aperçut qu'elle n'avait absorbé que quelques cuillerées.
Il constata sombrement, avec surprise, que personne ne disait mot. Les seules paroles qui eussent été prononcées étaient les réponses à ses questions. Il observa Torrance qui affichait un sourire énigmatique. La conviction qu'on se jouait de lui s'affermissait en lui, et pourtant, jusqu'à présent, sans perdre un pouce de terrain, il avait obtenu des renseignements utiles. Ce procédé-là ne pouvait être dangereux. Il posa la question suivante. Comme auparavant, ce fut Torrance qui répondit avec la même promptitude, la même honnêteté apparente. Vous avez raison. Dans ses ouvrages, Cranston ne dit pas grand-chose de sa découverte, principalement parce qu'il n'était qu'au début de ses recherches lorsqu'il les a rédigées, et la biographie que j'ai écrite sur lui était un moyen de le flatter, de le mener à notre gré, à une époque où nous étions en train de créer notre organisation. Il s'interrompit. « N'oubliez pas, reprit-il, lorsque vous vous posez des questions au sujet de Cranston et de son œuvre, que c'est un cabochard un peu loufoque. Par exemple, il lui fallut réaliser que son idée de répandre la bonne nouvelle grâce à des contacts physiques universels n'avait aucune chance d'être expérimentée pour élaborer un nouveau concept. L'énergie nerveuse artificiellement renforcée devait aboutir à la réalisation de son rêve et sans aucun contact physique. Jamais la théorie d'un homme n'est tombée sur un terrain plus glissant, le branle est donné toutefois. En l'espace d'une année, le docteur Cranston avait découvert qu'un échange d'énergie avait lieu chaque fois que deux êtres humains étaient mis en présence. Il s'agissait d'un transfert authentique de force vitale, mais ce phénomène avait besoin d'être intensifié pour produire le même effet que le contact physique. En conséquence, Cranston engagea un ingénieur en électronique de première classe, moi-même en l'occurrence, pour créer un tube et un circuit qui non seulement intensifiaient l'énergie organique, comme il l'appelait, mais pouvait encore capter à volonté la longueur d'onde de chaque individu. Une version improvisée de ce circuit original se trouve à présent dans le corps de votre femme et la met en contact avec les cœurs, poumons et cerveaux conservés dans le laboratoire secret du Dr. Cranston. Il regarda gravement Mention. Cranston ne m'a jamais expliqué la nécessité pour les organes de vivre en dehors du corps. Il m'a simplement dit que l'existence d'un courant à distance est vitale. Et pourtant, il ne peut être question de distance. Le sang, l'énergie nerveuse, chaque souffle d'air que nous respirons sont pompés et purifiés par les organes conservés dans les cases de verre. Si quoi que ce soit arrive à ces organes, nous mourrons. Mention n'avait plus l'intention de reprendre la parole. Ce qu'il venait d'entendre était exactement ce qu'il désirait savoir. Tous les doutes qui l'avaient torturé tournaient autour d'un seul point, la survie des organes humains dans l'île du Dr. Cranston. Des organes autonomes et pourtant reliés à leurs propriétaires, en contact permanent. Le vieux fanatique pouvait être loufoque, il tenait néanmoins le sort de ces êtres machiavéliques entre ses mains. Mais pourquoi, dans ce cas, Cranston n'avait-il pas usé de son pouvoir et détruit toute cette bande assoiffée d'argent? La question, malgré lui échappa. Torrance, ses yeux gris brillants comme des pointes de diamant, répondit entre ses dents. Parce qu'il est incapable de tuer lui-même. Parce que c'est un obsédé du pacifisme et de la non-violence. Jamais personne avant lui ne s'est autant intéressé à la question. Réfléchissez. Toute sa découverte, sa terrible découverte, est fondée sur son désir sentimental de trouver une méthode pratique pour répandre la bonne volonté. Cette sentimentalité constitue un danger mortel pour nous. Elle l'aide à se leurrer lui-même. Certes, il ne se décidera jamais à nous tuer, mais il a 78 ans. Et de nos jours, ce n'est pas un âge très avancé, encore qu'il soit bien au-dessus de la moyenne de la longévité humaine. Il pourrait bel et bien mourir à tout moment. Il refuse obstinément d'admettre une telle possibilité. Il n'autorise aucun de nos médecins à l'examiner. Par quelque raisonnement étrange, il se persuade lui-même que, s'il meurt, et que nous ne découvrions pas à temps l'île où sont conservés nos organes, il ne sera pas réellement responsable de notre mort. Comment il les a obtenus en premier lieu? Mais mon ami, qui se serait jamais douté qu'un vieux fou comme lui fût aussi rusé? Il a pratiqué toutes les opérations, excepté la sienne, et pour quelque obscure raison, il se méfie de nous. Torrance était à présent entièrement pris par son sujet. Ses yeux gris avaient une expression si concentrée que Mention avait l'impression de voir deux morceaux de braise luire sombrement au milieu de son visage. « Mention, nous devons à tout prix localiser ce laboratoire. Il faut que nous ayons le contrôle de nos organes vitaux, et c'est là que votre femme intervient. »
Torrance se tut un instant. Il n'y avait aucun doute. Il était parvenu au point culminant de son exposé. Voyez-vous, professeur, reprit-il avec douceur, chaque fois qu'une personne convient à notre dessein, nous attendons jusqu'à ce que nous croyions qu'elle en sait assez pour résister au choc psychologique. Il est surprenant de constater le peu de connaissances requis, et pourtant, combien ce peu est important. Des douzaines de personnes que nous avons simplement prises dans la rue en ont perdu la raison. De toute manière, nous tuons l'enquêteur au bon moment, puis nous transportons son corps au domicile du docteur Cranston. Ici encore, la prudence est nécessaire. Le vieil homme se fatigue très vite ces temps-ci, et lorsqu'il est fatigué, sa sensibilité est exacerbée. Il se persuade facilement lui-même qu'il n'y a rien qu'il puisse faire. Aussi, estimons-nous inutile de lui apporter trop de corps. Dans des circonstances normales, toutefois, le pauvre vieux fou ne peut pas supporter de voir des gens mourir, puisqu'il sait qu'il a le pouvoir de faire quelque chose pour eux. Il est particulièrement sensible, souriant. Torrance s'inclina devant Virginia, au charme des jolies femmes. Et puis, bien qu'il soit conscient de notre dessein, il atteint un stade où il ne s'en soucie plus. Torrance se tut de nouveau. Il regarda Virginia, puis Mention, avec une étrange impassibilité. « Est-ce que tout est clair à présent ?» demanda-t-il finalement. « Oui, » dit Mention. Il ressentait une rage haineuse, implacable contre ces gens. Ce n'était pas à cause de la multitude des meurtres, encore que leur nombre probable lui troubla l'esprit et le remplit d'angoisse. Ce n'était même pas à cause de Virginia. La pensée de l'épreuve qu'elle endurait lui donnait une sensation de malaise et de frayeur. Non, c'était à cause de ce vieil homme, de l'usage qu'on faisait d'un vieillard et de son idéalisme. Réduire à néant son rêve merveilleux et fou. Il en fut troublé au plus profond de lui-même. Brutalement, il se sentit plein d'une force inconnue, résolu jusque dans les profondeurs de son âme, et d'emblée il sut avec une détermination farouche exactement ce qu'il devait faire de ces gens, si jamais l'occasion se présentait. Il était étonnant qu'il lui eût fallu tant de temps pour saisir cette évidence, et encore, par pur hasard. Virginia possédait tous les indices nécessaires pour localiser l'île. Ces individus ne pouvaient pas encore connaître l'étendue de son savoir. Il ne fallait surtout pas qu'ils le devinent. Lorsque ma femme s'est réveillée dans le laboratoire, dit Mention d'une voix ferme, Cranston était présent. Elle n'a pas eu le temps de jeter un coup d'œil alentour car il l'a ramenée aussitôt à la maison. Et si vous n'y voyez pas d'inconvénient, ma femme et moi, allons-y rentrer maintenant. Il repoussa sa chaise, hésita, tout en jetant un coup d'œil à Virginia. Il eut un bref silence. Puis une des femmes blondes, ce n'était pas Madame Peterson, eut un rire sec. « Je constate, professeur Mention, que votre femme ne fait pas le moindre mouvement pour vous suivre. Chercherait-elle à se souvenir de quelque chose qu'elle aurait pu remarquer ?» C'était une possibilité qui avait déjà traversé l'esprit de Mention. Tout dépendait d'elle. Lentement, Mention rassembla toutes ses forces. Il dévisagea Virginia et s'aperçut que son visage était blanc comme linge, que ses lèvres tremblaient. Lorsque son regard rencontra le sien, elle détourna les yeux. « Virginia !» appela Mention d'un ton pressant. De nouveau, elle le dévisagea, des larmes dans ses yeux. « Virginia, tu as entendu ce que ces gens avaient à nous dire, et la question de ce que tu sais ou non n'entre absolument pas en jeu. Désires-tu faire partie de leur organisation, oui ou non? C'est important. Ne prends pas ta décision tout de suite. Il y a certainement des choses à faire, et elles sont dans le domaine du possible. Il y a sûrement un moyen d'atteindre le docteur Cranston, à condition de persévérer. J'ai la conviction que, si nous pouvions lui parler, il se déciderait en fin de compte à tuer ces créatures. Jusqu'ici, il a été tenu dans l'isolement. Il faut lui faire comprendre que l'œuvre de sa vie peut encore être arrachée des mains de ces rats, de ces meurtriers en masse, de ces... Il s'interrompit et se tourna brusquement vers Torrance. « Combien d'êtres humains tuez-vous chaque année pour avoir leurs organes internes ?» Environ 5000, principalement des orphelins, de pauvres gens qui se débattent pour subsister, des individus sans parents, sans relations. « Oh !» fit Mention, les yeux à demi fermés. Il ne s'était pas attendu à recevoir une réponse. Il avait lâché sa question pour souligner l'aspect sordide des activités de ces gens-là. La réponse l'arracha brutalement du cheminement de ses pensées. 5000 ! Le chiffre dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Il fut horrifié. Il s'était cru endurci, aguerri contre tout ce qu'il pourrait éventuellement apprendre au cours de cet entretien virulent. Il ne l'était pas. Il se sentit écœuré,
Faisant un effort surhumain, il reprit son sang-froid. Il comprit qu'il n'y avait rien à ajouter pour souligner cette horreur. Le chiffre en lui-même était monstrueux. Néanmoins, il ouvrit la bouche et dit avec tristesse: « Il ne reste que la défense. » Il regarda Virginia. Elle lui sourit à travers ses larmes. C'était un sourire chagrin, mais tout de même un sourire. « Oh, pauvre Beta, dit-elle, tu n'as pas besoin de me convaincre à force d'arguments. Tu n'as pas à me prouver quoi que ce soit. Le mal qui règne ici dépasse toute description. C'est pousser le vice à l'extrême que de vouloir exploiter le mal à des fins commerciales. Regarde-les donc. » Elle esquissa un geste vague dans leur direction. Mention les observait déjà depuis un bon moment. Les 9 visages avaient les traits tordus, accusant 9 variations d'un amusement sardonique. C'est comme l'incarnation d'un monstre régnant sur le monde, trop puissant pour que les simples mortels puissent lui résister, à une exception près toutefois. Seul le docteur Frankenstein est capable de détruire le monstre qu'il a créé. Nous autres, il nous reste à tenter de sauver nos proches des éléments néfastes. Oh, Norman, ne vois-tu donc pas? Je vois. Tu songes à céder. Norman, dit-elle en blêmissant. Ils nous ont parlé avec trop de franchise. Ils nous en ont dit tellement que, manifestement, ils ne se soucient pas de ce que nous savons ou ne savons pas. Ne comprends-tu pas ce que cela signifie? Tu ne penses qu'à toi-même en disant cela. Vraiment? Elle se tourna vers Torrance et le dévisagea. Le croyez-vous? Votre femme se montre plus intelligente que vous, Mention, dit Torrance. Comme vous voyez, elle est saine et sauve. Cranston veillera en quelque sorte à ce qu'aucun mal n'arrive à ceux qui valent la peine à ses yeux d'être sauvés. Il se tourna vers Virginia. Si vous partez dans les 2 minutes qui suivent, vous et votre mari, vous pourrez rentrer chez vous. Vous ne serez plus jamais importuné. Et si nous obtenons le contrôle des organes, nous vous garantissons qu'aucun mal ne vous sera fait. Naturellement, nous préférons que tous ceux qui jouissent de quelque pouvoir se joignent à nous. Il jeta un coup d'œil à sa montre. Nous ne faisons pas des promesses à la légère, car nous n'avons pas de temps à perdre avec des mensonges. Il est actuellement minuit 43. Vous avez 2 minutes. Virginia entrouvrit les lèvres, s'apprêtant à parler, puis aussitôt surprenant le regard que lui lançait Mention, elle referma la bouche. Elle le fixait comme un oiseau hypnotisé. « Comment oses-tu » la menaça Mention, la voix sifflante. « Pendant la guerre, nous avons appris qu'il n'y a pas de compromis possible dans des affaires de ce genre. Leur parole ne vaut rien. Si tu possèdes le moindre indice, nous devons l'utiliser pour les détruire. » Même maintenant, il ne devait pas leur donner le plus petit soupçon leur permettant de deviner la vérité. Virginia avait effectivement des indices. « Les 2 minutes sont écoulées, » dit Torrance d'une voix terne. Il se tourna vivement vers Virginia. « Espèce d'idiote. Par votre silence, vous le condamnez à mort. À partir de ce moment, votre mari n'aura plus qu'une année à vivre. Prenez-en votre parti. Dans 1 minute, il ne lui restera plus que 51 semaines, et ainsi de suite. Si dans 52 minutes vous n'avez toujours pas parlé, nous le tuerons dans les jours qui suivront. De toute façon, c'est un homme mort. La seule chose que vous puissiez faire est de lui gagner une année de vie. C'est mon dernier mot, Madame Mention. Parlez. »« Virginia » interpella brutalement Mention en sautant sur ses pieds. « Partons !»« Asseyez-vous, imbécile » dit Torrance en l'attrapant par le bras. Mention le frappa au visage. À peine eut-il accompli ce geste que, déjà, sa propre folie la remplissait d'incrédulité et de stupeur. Mais le tumulte aussitôt soulevé ne lui laissa pas le temps de réfléchir. Les serveurs qui traînèrent Mention hors du restaurant n'étaient guère tendres et ne manquaient pas de diligence. Mention réussit néanmoins à lancer un dernier appel à sa femme. « Virginia, si jamais tu oses !» Puis il s'écrasa sur le trottoir avec un bruit mat. Au bout de 10 minutes, Virginia n'était toujours pas sortie. Les minutes s'étiraient. À 2 reprises, Mention tenta de s'introduire à l'intérieur du bâtiment, mais le portier, qui le surveillait, l'en empêcha. « Pas ce soir, mon gars, » dit-il. « Vous avez pris un verre de trop. » Ce fut Torrance qui accompagna Virginia dehors. Il affichait un air triomphant. « Les Antilles !» s'écria-t-il exultant. « Quelle chance qu'elle soit sortie juste au moment où l'un des rares avions à 20 veines libres passait et qu'elle ait noté que là-bas c'était le début de l'après-midi. La différence de l'heure continentale nous a servi à merveille. Enfin, nous tenons cette vieille canaille. C'est trop bête que vous ne soyez plus qu'un mort en sursis. Il nous est réellement différent que vous soyez mort ou vif, mais nous avons découvert que les anciens officiers de l'armée de mer ou de l'air
ne se montrent guère coopératifs, ne serait-ce qu'en s'occupant que de leurs propres affaires, sans s'immiscer dans les nôtres. Votre femme a parlé au bout de 25 minutes, et elle n'a commencé à dire la vérité que lorsque nous l'avons soumise à un détecteur de mensonges. Vous mourrez poignardé à la fin du délai qui vous est accordé. Après quoi, nous forcerons votre femme à se joindre à nous. Adieu. » Il fit demi-tour et s'avança vers l'entrée de l'hôtel, tandis que Mention pointait son Luger sur lui. Finalement, Mention glissa le revolver dans sa poche. « Je n'ose pas. Tuer l'un d'entre eux n'arrangerait rien de toute manière, et je ne peux pas me permettre de passer la nuit en prison. »« Je suis désolé, Norman. » »« Moi aussi, je suis désolé. Désolé de ce que je t'ai dit tout à l'heure. » Elle ajouta quelque chose, mais il n'entendit pas ce qu'elle disait. Il y avait une horloge au-dessus de l'entrée d'hôtel surchargée d'ornements. Ses aiguilles indiquaient 2h moins 20. Mention les fixa du regard et se mit à faire un rapide calcul mental. L'avion-fusée qui reliait Los Angeles à Miami n'avait quitté la piste de lancement que depuis 10 minutes. Il fallait compter 35 minutes avant qu'Edgar arrive à Miami et commence son enquête. Entre-temps, Torrance et ses acolytes, dirigeant le courant d'énergie sur la Floride, seraient en route vers l'île à bord du premier avion rapide disponible. Il s'assura qu'il n'était pas suivi et changea de taxi par 3 fois pour se rendre à l'aéroport. Ils sautèrent dans l'avion-fusée qui partait de Los Angeles à 3h30. Il y avait une chance de réussir, se dit Mention en s'enfonçant profondément dans les coussins au moment de l'accélération rapide. Une seule chance. Virginia avait visité l'île. Il n'en était pas de même pour Torrance et les 8 vétérans de l'organisation qui avaient assisté au dîner. Lorsqu'il fit part de son plan à Virginia, elle le fixa avec des yeux sombres. « Suppose qu'Edgar soit revenu par l'avion-fusée de 3h moins le quart à l'heure de Los Angeles. »« Je ne le pense pas, » répondit Mention avec fermeté. « Depuis des années, Edgar rêve d'aventure. Il restera là-bas jusqu'à 5h moins le quart, à l'heure de Los Angeles, comme je lui ai conseillé. Mais il n'ira pas plus loin. Il n'a pas encore assez d'audace. » Ils découvrirent Edgar dans un coin de la salle d'attente. Il lisait un magazine. Il remit le calepin à Mention. Il y avait 4 vols d'avion en réaction par jour entre Miami et les Antilles, dans les 2 directions, sur le même itinéraire, toutes les 6 heures, expliqua-t-il en glougloutant. Puis il leur désigna une énorme carte géographique murale des Antilles. La route aérienne était marquée d'une ligne blanche en puissant relief. Il y avait une île minuscule sur le tracé du passage de l'avion. Dans l'annuaire, Mention trouva l'adresse des laboratoires scientifiques futuristes de Miami. Il s'y rendit en taxi avec Virginia et Edgar. À l'aide d'une brique, il brisa la vitre de la porte d'entrée qui s'écrasa avec fracas sur le trottoir. « Entrez là-dedans, Edgar, » ordonna Mention. « Pressez le bouton 243. Ensuite, organisez en vitesse l'aéroport. » 2 minutes plus tard, au moment où le soleil matinal perçait un banc de nuages bas et moutonnés, Mention attira une Virginia chargée d'une énergie nouvelle, irradiant de tout son corps, sous un portail. « Chérie, » s'écria-t-il. « nous y sommes. » Après un moment de réflexion, il poursuivit avec ténacité. « Ça doit marcher. Ils t'ont transporté au domicile de Cranston alors que tu n'étais plus qu'un cadavre. Puis Cranston t'a amené sur son île, par le même moyen. Dans ton corps, cet impulseur radio dégage un champ d'énergie tout autour de toi lorsque tu es chargé. S'ils ont pu te changer de place par ce moyen, tu dois pouvoir m'emporter avec toi en ce moment. » Il vit une expression étrange sur le visage de Virginia. « N'oublie pas que tu as déjà été sur les lieux. Du moins, tu connais la direction à prendre. » Il pointa son doigt vers l'est. « La fameuse île se trouve par là. Essaie de visualiser la colline sur laquelle tu te tenais, le jour où tu es sorti du laboratoire souterrain du Dr. Cranston. Tu le peux. Je sais que tu le peux. » Il la sentit se raidir tandis qu'elle se concentrait. « Tiens-moi serré, » chuchota-t-elle. Il sentit son corps vibrant se presser contre le sien, réceptif. Quelque part à proximité, un Irlandais se mit à pousser des jurons, baragouinant quelque chose à propos d'une vitre brisée dans son secteur de surveillance. Sacrebleu! De façon bizarre, les paroles de l'homme s'envolèrent brusquement et sa voix s'éteignit de manière insolite. Mention ressentit une soudaine sensation cuisante qui ondoya à travers son corps comme une charge électrique, par vagues successives. La sensation disparut. Reprenant ses esprits, il constata qu'il se trouvait dans une pièce remplie de cases de verre alignées le long des murs, et qu'en face de lui se tenait un vieillard qui les menaçait avec une hache dans une main et un revolver dans l'autre. « J'ai un petit système, »
dit le docteur Cranston, car c'était lui, d'une voix infiniment lasse. Je téléphone à Torrance. Si je ne peux pas le joindre, je viens ici, juste au cas où il manigancerait quelque chose. Il abaissa l'arme, ennuyé. Au moment même où je me décide à tuer la première personne qui fait irruption ici, voilà que 2 innocents entrent bien mal à propos. Mention n'eut pas un instant d'hésitation. C'était là l'homme capable de se leurrer lui-même sur des choses comme la responsabilité de la mort d'autrui. Il allait tenter sa chance. Mention avança de quelques pas et retira l'arme de la main du vieillard qui n'offrait aucune résistance. « J'aimerais que vous me remettiez la hache de votre plein gré, » dit-il. Le docteur Cranston haussa les épaules avec lassitude. « Il ne me reste rien d'autre à faire. » Il tendit la hache à Mention. Son visage exprima soudain la bonne humeur. « Je suppose que rien de ce que je pourrais dire ne vous empêchera de faire ce que vous avez en tête. Tout ce que vous pouvez faire est de m'indiquer les cases qui, selon vous, peuvent être épargnées. Et surtout, ne m'en indiquez pas trop. » Lorsque Mention abandonna finalement la hache, 23 compartiments restaient intacts. C'était le mobile. Dernière partie. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette nouvelle. Et pour soutenir la chaîne, buy me a coffee ou souscrivez à Cosmodieu Premium pour des exclusivités et des avant-premières. Cosmoditrice, Cosmoditeur, je vous souhaite le meilleur. Merci, à bientôt.